Alors, bonjour tout le monde. On se prépare à commencer et c'est Heather Watson qui se joint à nous. Bonjour, je m'appelle Heather Watson. J'ai le plaisir de vous présenter le webinaire d'aujourd'hui. Merci d'abord à Financement Agricole Canada qui nous permet de présenter cette série et avec euh, Gestion Agricole Canada. Alors, en fait, c'est moi qui est la directrice générale de Gestion Agricole Canada. Et j'ai le plaisir de vous présenter le webinaire d'aujourd'hui, Cultiver pour la réussite, leçons tirées de partout au monde depuis 50 ans, par Rob Napier. Et avant de commencer, j'aimerais prendre une minute pour vous expliquer un peu notre interface. Donc, comme participant, vous pouvez voir, malheureusement uniquement en anglais, pas en français, vous pouvez voir la vidéo en plein écran ou en fenêtre réduite. Et bon, malheureusement en français, tout à l'heure, la photo du présentateur va s'afficher. Alors, vous pouvez avoir accès au webinaire de tout appareil mobile. Vous pouvez utiliser l'application gratuite Adobe Connect ou utiliser le navigateur. On a une fenêtre de clavardage que vous avez utilisée pour certains d'entre vous depuis tout à l'heure. Et pendant la présentation, la fenêtre de clavardage va se bloquer et vous pourrez utiliser l'autre fenêtre qui s'intitule Q et A, c'est pour les questions et réponses, Questions and Answers en anglais, où on vous invite à taper vos questions au fur et à mesure. À la fin de la présentation, vous nous enverrez un petit sondage pour évaluer le webinaire et pour nous faire des suggestions pour l'avenir. Alors, vous pourrez aussi utiliser nos mots-clés AgriWebinaire dans Twitter ou notre page Facebook pour inviter d'autres gens à se joindre à nous ou partager ce que vous découvrez au fur et à mesure de la présentation. Alors, je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire au sujet de la plateforme. Et maintenant, passons au plus intéressant, le webinaire d'aujourd'hui. Alors, euh, cette présentation vous est faite par Rob Napier, qui est directeur de Napier Agrifuture, qui vient de l'Australie. C'est un spécialiste de la planification stratégique pour les exploitations agricoles et les agro-entreprises. Il fait partie d'un groupe d'experts conseils qui observe les producteurs de partout au monde qui connaissent du succès afin de répertorier leurs pratiques exemplaires. Il est vice-président de l'International Farm Management Association et son expérience comprend la mise en œuvre de plans stratégiques. Il a étudié les occasions stratégiques offertes par les changements climatiques et il a voyagé dans une soixantaine de pays, notamment les grandes régions agricoles du pays, et il a gagné des prix également. Il vit en Tasmanie, en Australie. Il exploite une ferme où il cultive du blé, une ferme de 30 acres. Et il a un bac en agriculture de l'Université de Tasmanie, un diplôme de l'Université Cambridge et une maîtrise en économie de l'Université de la Nouvelle-Angleterre. Et il a suivi aussi des cours à Harvard. Bon, je vais juste faire un petit résumé de sa présentation avant de lui laisser la parole. Il va nous décrire les facteurs qui sont à l'origine des changements que connaît l'industrie agricole et explique comment les producteurs prospères réussissent à tirer profit de ces changements, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Il utilisera des exemples concrets d'innovation pour vous expliquer comment positionner votre entreprise. Alors, sans plus attendre, je souhaite la bienvenue à Rob Napier. Alors, l'interprète s'excuse, mais il a beaucoup de mal à entendre l'orateur. On va essayer de régler le problème et on vous revient dans une minute.
Bon, voilà, il semble que le problème est réglé maintenant. Voilà. Bon, il semble que tout marche bien maintenant. Alors, bonjour tout le monde. C'est une joie pour moi d'être parmi vous parce que l'Australie et le Canada ont tellement de choses en commun qu'il faut absolument partager. De grands pays avec des petites populations, de grands exportateurs. Et donc, il faut être absolument concurrentiel. Donc, nous avons beaucoup à apprendre les uns des autres. J'aimerais vous dire aussi bravo de vous joindre à nous parce que le monde bouge et il faut absolument apprendre, il faut investir dans la formation continue pour pouvoir saisir les occasions qui se présentent. J'aimerais remercier aussi Gestion Agricole Canada. Moi, je suis beaucoup ce qu'offre cette organisation. J'ai beaucoup appris au sujet de votre pays, de son économie, grâce au site web de Gestion Agricole Canada. Et je vous félicite donc de vous associer à sa démarche. Merci aussi à Heather Watson qui a organisé ce webinaire. Et j'espère que vous vous rendez compte à quel point vous êtes chanceux d'avoir une pareille ressource. Il y a très peu d'organisations dans le monde qui s'occupent de gestion agricole de la même façon que Gestion Agricole Canada. Et je vous invite à en parler à tous vos collègues et vos amis parce que, évidemment, c'est comme toute chose, quand on ne profite pas de nos ressources, elles finissent par disparaître. Et l'information que vous recevez par Gestion Agricole Canada est essentielle pour rester à la pointe de l'industrie. Aujourd'hui, je vais parler surtout de la situation actuelle et de l'avenir, mais je vais commencer quand même par faire un peu d'histoire. Comme vous pouvez le voir, si vous voyez ma photo, ça fait un bout de temps que je suis sur cette planète. Et je suis très enthousiasmé par ce qui s'en vient. Je vais essayer de ne pas trop utiliser d'argot australien, surtout pour le bénéfice de l'interprète. Alors voilà, c'est parti. Alors comme l'a dit Heather, voici le titre, Cultiver pour la réussite, 50 ans d'enseignement tiré de plus de 60 pays. Ce que j'aimerais faire, c'est... Et je vous invite à me poser des questions. Hein. Alors, je vais vous dire d'où me viennent ces informations, les principaux facteurs qui ont eu une influence sur l'agriculture. Ensuite, on va passer aux conditions essentielles au succès et aussi certaines des nouvelles approches, des grands changements qui sont en train de se produire. Ensuite, passer au concret, vous montrer 12 gestes que vous pouvez poser dès maintenant et pour vous stimuler et vous encourager à passer à l'action ou à renforcer les mesures que vous prenez déjà. Alors, d'où me viennent ces informations? Moi, j'ai beaucoup de chance. J'ai une femme très tolérante qui me laisse voyager. J'ai une famille extraordinaire qui m'appuie. J'ai voyagé dans le monde entier pendant des années, dans beaucoup de pays. J'ai participé à des cours pour les dirigeants agricoles en Australie, en Grande-Bretagne, aux États-Unis. Ça m'a permis de rencontrer des gens de partout, de voir ce que font les meilleurs au monde et aussi de voir ce qu'ils prévoient faire pour demain. J'ai aussi rencontré certains des plus grands spécialistes du monde en matière de gestion agricole et je suis l'évolution de leurs réflexions. Bon, on cherche des solutions simples à des problèmes complexes souvent et enfin, bon, moi j'ai une expérience personnelle en tant qu'exploitant agricole et membre d'une famille d'agriculteurs. Moi, ça fait 30 ans que j'exploite ma ferme. Ça nous occupe énormément, évidemment, et ça nous permet aussi de rester engagés dans l'industrie agricole. Alors voilà pour l'introduction. Maintenant, quels sont les points dont il faut absolument se rappeler?
on vit à une époque particulière où il faut être très attentif, suivre ce qui se passe dans le monde et chercher des occasions et penser aux risques. La Terre est sous pression. Il y a un Australien qui a écrit un livre récemment qui s'intitulait La Terre est chaude, petite et surpeuplée. Alors, le réchauffement climatique, on le sait, petite parce que c'est l'abolition des frontières, les gens voyagent partout, physiquement ou technologiquement, et surpeuplé, évidemment, c'est l'augmentation de la population mondiale, 9 milliards d'ici 2050. En même temps, cela impose une pression sur les ressources, il faut produire plus pour cette population croissante, mais on perd aussi nos ressources naturelles, l'eau, le sel, l'air, l'énergie, ainsi de suite. Et il y a une évolution constante, hein. Tout change, ce qui rend difficile, ce qui rend la vie compliquée aux gestionnaires, mais les gestionnaires adorent le changement parce que le changement, c'est synonyme d'occasion. Donc, une complexité, une instabilité croissance, il faut développer nos aptitudes en gestion constamment. Il faut suivre aussi les tendances en matière de consommation, l'évolution de la demande. Il y a la salubrité des aliments, des choses qui peuvent créer des scandales partout dans le monde et ça peut devenir un problème beaucoup plus qu'auparavant. Donc, c'est un risque réel, mais il y a aussi des occasions. Si on peut bien comprendre les consommateurs pour répondre à leurs demandes. Il y a toutes sortes de turbulences, l'économie, la politique, le commerce international, le coût des intrants qui augmente. Et nous, en tout cas, enfin, de temps en temps, il y a un intrant qui baisse, le pétrole, mais bon, il y a aussi la valeur des terres, hein, qui augmente. Au Canada, il y a une augmentation record de quelque chose de 25%, je crois, en valeur des terres. Et ça change complètement les règles du jeu. Parce que, évidemment, ça occupe énormément de capitaux en agriculture. Bon, pour poursuivre brièvement, j'aimerais vous donner quelques exemples des pressions qu'on subit partout dans le monde. Ça, c'est une maquette du barrage des Trois Gorges sur le fleuve Yangtze en Chine. J'ai descendu le fleuve Yangtze, c'est pas une eau très propre, mais on a construit 3 canaux d'une trentaine de kilomètres pour apporter de l'eau dans des régions asséchées. Donc, il y a une pression très réelle. Et la Chine ne va pas importer des produits qui demandent beaucoup d'eau. Donc, des problèmes très réels, non seulement avec la quantité d'eau, mais aussi avec la qualité de l'eau. Voici, vous avez peut-être déjà vu des photos ou des documentaires là-dessus, la mer d'Aral en Ouzbékistan. Sous le régime soviétique, on a bloqué 2 rivières qui alimentaient la mer d'Aral. Et cette mer s'est asséchée. Et les bateaux de pêche se retrouvent sur le fond de cette mer. Et c'est une catastrophe. L'industrie des pêches s'est effondrée. Donc, il faut absolument tirer les leçons de ces erreurs. L'eau, c'est crucial et ça a un effet direct sur l'économie. Voici une photo que j'ai prise au Maroc l'an dernier. Ça montre un peu la pauvreté et la dégradation du paysage. C'est, je crois, l'une des principales causes de dommages environnementaux. C'est la surexploitation des terres. Les gens essayent de survivre dans ces situations difficiles. Et cette pauvreté risque de mener à de l'instabilité politique également. Ici, j'étais avec ma famille au Rajasthan, en Inde, près de Chittorgarh.
Alors, regardez, c'est absolument désertique et les chèvres broutent tout ce qui pousse. Il y a beau, cette situation est très répandue dans le monde. Alors, c'est quelques brefs exemples des pressions qu'on impose à la planète et pourquoi il faut s'occuper de nos propres ressources, les préserver et trouver des solutions pour alléger ces problèmes ailleurs dans le monde. Bon, maintenant, plongeons dans les tendances. Il y a quelques années, j'ai fait cette équation pour essayer de résumer ce qui se passait, des grands changements qui se produisaient en agriculture. Bon, il n'y a rien là-dedans qui va vous surprendre, j'imagine, mais on est passé d'une agriculture axée sur la production. C'est ce que c'était quand moi j'ai grandi dans les années 50 dans la ferme familiale. Maintenant, l'agriculture est axée sur le marché. Et ça, c'est un grand changement. C'est particulièrement important en Australie et au Canada, où on avait des offices de commercialisation. On nous apprenait à ne pas nous occuper des marchés d'une certaine façon. On se disait que c'est quelqu'un d'autre qui allait s'occuper de la mise en marché. Depuis quelques années, évidemment, chez nous, ça n'existe plus. Et on a énormément de choses à apprendre pour comprendre les consommateurs, comprendre les filières de commercialisation, comprendre ce qu'il faut faire pour maximiser la valeur de ce que nous faisons. Donc, beaucoup de choses à apprendre pour tout le monde. Et ça va encore s'accélérer. Bon, dont tout le monde parle de mondialisation, mais maintenant, il y a, bon, nous, on a beaucoup d'importations et il faut concurrencer avec nos exportations sur la scène mondiale. Il y a des multinationales. C'est l'ère des fusions et il faut apprendre à vivre avec. Et ensuite, à droite, il y a le gouvernement qui change lui aussi. Énormément de turbulences, n'est-ce pas? Il y a des choses incroyables. Il y a eu des interdictions d'exportation. Maintenant, il y a des problèmes en Ukraine, ailleurs. Et on a interdit les importations en Russie de certains pays à cause du conflit en Ukraine, dont l'Australie. Alors, il y a toutes sortes de changements qu'il faut suivre. Il faut essayer de prévoir ce qui risque de se passer. Donc, il y a eu beaucoup de déréglementation. Dans certains cas, c'est le contraire. On a plus de réglementation, des tarifs, des barrières tarifaires et ainsi de suite. Très difficile de suivre ce qui se passe. Et en bas à gauche, il y a les nouvelles technologies qui ne cessent de surgir. Quand j'ai rédigé ce diagramme, on était aux prises avec la biotechnologie, l'agriculture de précision qui commençait à peine, la gestion de l'information. Et ça s'est multiplié depuis, n'est-ce pas? Il y a maintenant la convergence de la biotechnologie, de la robotisation. Il y a quelques semaines, on a parlé de nouvelles concernant les imprimantes 3D. N'est-ce pas, quelqu'un qui a fabriqué un exosquelette avec son imprimante 3D. Et ça va changer toutes sortes de choses. Il y a énormément de choses à apprendre pour savoir comment on va pouvoir utiliser ces nouvelles technologies. Et on ne pensait pas que ça s'accélérait encore, mais ça n'arrête pas. Ensuite, il y a la pression sur l'environnement et les demandes des consommateurs qui provoquent toutes sortes de changements. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à cause de ces changements? Alors qu'on l'aime ou non, nous avons assisté à l'industrialisation de l'agriculture, énormément d'intégration verticale, beaucoup de coopération verticale aussi par des filières d'approvisionnement, beaucoup de systèmes d'assurance qualité.
et ainsi de suite. Donc, la concurrence maintenant se fait plutôt entre les filières plutôt qu'entre les agriculteurs. Heureusement, il y a un nouveau système aussi qui est apparu, un système qui est opposé à l'industrialisation. Ça vient de la base. Vous savez que beaucoup de gens ont beaucoup de mal à trouver des créneaux. Et bon, il y a le bio, il y a les marchés agricoles. Et on essaie toutes sortes de nouvelles filières agricoles. Ensuite, en bas, la diminution du nombre d'exploitations, les fusions, l'augmentation de la taille des exploitations et la disparition en fait de l'exploitation de taille moyenne. Ça, c'est une grande tragédie. Il y a des gens qui grossissent, d'autres gens qui trouvent des créneaux qui leur permettent de rester très petits. Mais au milieu, entre les deux, il y a beaucoup d'exploitations qui n'ont pas réussi à utiliser de façon efficace la nouvelle technologie, qui ont beaucoup de difficultés. Et bon, les gens se demandent toujours s'ils veulent grossir ou au contraire doivent rapetisser pour réussir. Et enfin, il y a toute la question de la valeur ajoutée. Où beaucoup d'entre nous ont produit des denrées non qui ne se distinguent pas particulièrement. Il a fallu travailler très fort pour ajouter de la valeur. Et il y a des gens qui le font dans le monde entier en travaillant la mise en marché, en ajoutant des services qui intéressent les acheteurs, pour lesquels les acheteurs sont prêts à payer. Si on peut augmenter 5% au prix d'un produit, ça a un gros effet sur les profits. Alors, voilà ce qui se passe. Maintenant, regardons vers l'avenir. J'aime beaucoup cette citation de Danny Kleinfelter. Lui, il est d'une université au Texas. Ça, c'est la solution. Hein. Si on peut vraiment apprendre, être à l'avant-garde, mettre sur pied des familles apprenantes, si on a réussi à se diviser les tâches d'apprentissage, pour vraiment pouvoir, pour réussir à prévoir ce qui s'en vient. Ça ajoute de la synergie, de l'esprit d'équipe, et tout cela nous permettra de se tourner vers l'avenir. Il y a des choses, on ne verra pas tout venir, mais au moins si on est à l'avant-garde, on aura la souplesse voulue pour profiter des occasions qui se présentent. Moi, j'aime beaucoup cette citation, et si vous ne retenez qu'une seule chose de ma présentation, je crois que c'est cette citation qu'il faut retenir. Réfléchissez, essayez de voir comment vous pouvez réussir à mieux prévoir ce qui s'en vient. Et c'est en fait le chemin de la réussite, c'est passionnant. Alors, quelques petites photos. Alors, ça, je n'aurais peut-être pas dû mettre ça, mais j'ai pris il y a quelques années. C'était mon premier voyage à Moscou dans les années 70. J'y suis revenu j'y suis allé quelques fois, mais la dernière fois que je suis allé, c'était incroyable de voir la richesse des gens qu'il y a à Moscou. Alors ça, c'est un étalage dans un magasin alimentaire à Moscou, des produits de très haute valeur provenant du monde entier qu'on pouvait trouver à Moscou. Le magasin est fermé maintenant, mais il va rouvrir, je crois. Ça vous donne un exemple de la façon dont les marchés peuvent évoluer très rapidement. Évidemment, les changements dans la technologie. Ça, c'est un exemple tiré il y a quelques années quand on essayait de mettre au point une technologie pour augmenter la tolérance à la sécheresse.
Et de ce côté-là aussi, il faut suivre l'évolution de la science pour mettre en place des systèmes qui augmentent les rendements. En agriculture, on est encore très lent à adapter les nouvelles technologies. Et les avantages de la technologie sont, en fait, quand on est à l'avant-garde. Et c'est ça qui permet de maximiser les retombées tout en gérant les risques qui vont avec. Et je crois que là-dessus, c'est important de collaborer. On a aussi des nouveaux concurrents. Le Brésil a une économie en expansion. Ils ont environ 16 millions d'hectares cultivés et certaines personnes disent qu'il pourrait aller jusqu'à 150 millions d'hectares de terres cultivées au Brésil. De 50 à 150 millions, hein, imaginez, c'est peut-être un peu optimiste comme prévision, et ça sera inquiétant si ça se produit parce que ça aura un prix environnemental très élevé. Mais la concurrence que ça va créer, ce champ de coton qui s'étend jusqu'à l'horizon, sur cette ferme, ils ont de l'équipement de pointe, mais les prix des terres augmentent au Brésil, ce qui va faire augmenter le coût de production. L'infrastructure n'est pas excellente, mais ça s'améliore. Mais nous aussi, il faut que nos infrastructures soient vraiment au point et que nos filières de mise en marché fonctionnent très bien pour pouvoir résister à ce genre de concurrence malgré nos coûts élevés. C'est une des autres choses que je tiens à dire au sujet du Brésil. Dans le centre de recherche, ils ont un centre de recherche agricole là-bas qui est peut-être le plus gros centre de recherche agricole au monde. Alors, ça met de la pression sur les décideurs. Et il faut que nous aussi, on fasse en sorte que nos centres de recherche soient bien financés et soient de première qualité. Alors qu'au Canada et en Australie, on réduit les fonds investis dans les centres de recherche publics. Ici, c'est au Kazakhstan, en Asie centrale. On ne pense pas beaucoup à l'Asie centrale, c'est une espèce de zone oubliée sur la carte. Il y a des ressources énormes et le Kazakhstan, c'est un peu différent parce qu'il y a du pétrole là-bas. Il y a quelques années, c'était les 5e réserves de pétrole au monde. Ça a peut-être baissé aujourd'hui avec la montée des États-Unis, mais ils sont parmi les 10 premiers exportateurs de céréales au monde. Ici, à gauche, on a les installations de manutention anciennes de l'ère soviétique et à droite, un nouveau silo canadien. Donc, ils adoptent la nouvelle technologie. Ils ont des problèmes avec la main-d'œuvre, qui a encore les habitudes soviétiques. Mais il faut suivre de près ce genre de pays parce que le pétrole lui permet de subventionner son agriculture pour améliorer ses infrastructures et pour commencer à bouger. Donc, une autre région d'où pourrait venir la concurrence, ça c'est l'un des ports russes sur la mer Noire. C'est à Novorossiysk, des silos à grains partout. On exporte des céréales. Ça a énormément d'effet sur les prix mondiaux, les exportations de la mer Noire. Ici, on est au Maroc. On a parlé de la concurrence mondiale. Voici un risque potentiel au Maroc. On a les 2/3 des réserves de phosphate du monde. Donc, c'est le 3e producteur de phosphate au monde après les États-Unis et la Chine. Ils ont ces réserves énormes. C'est nécessaire pour la culture dans le monde entier, les phosphates. Et donc, il faut suivre de près les pays comme le Maroc, parce que s'il y a des problèmes là-bas, les prix, on pourrait citer une flambée du prix des engrais.
C'est ce qu'on appelle l'Arabie saoudite du phosphate. Une énorme, les 2 tiers des réserves mondiales, hein, il faut y penser. Donc il faut regarder un peu ce qui se passe dans le monde, non seulement du côté des exportations, mais aussi nos intrants, d'où ils viennent, et voir s'il y a des risques à gérer ou des prévisions à faire, peut-être faire des réserves pour contrer l'instabilité politique qui risquerait d'avoir un effet sur le prix des engrais. Donc, beaucoup de choses à surveiller dans le monde entier. Bon, regardons quelques éléments qui ont changé avec le temps dans la façon dont on regarde l'agriculture, une nouvelle vision si vous voulez. D'abord, la première chose, c'est que l'agriculture et l'environnement sont liés. Donc, il faut maintenant travailler très fort pour trouver des façons pour faire de l'argent en gérant de façon prudente l'environnement. Moi, je tire beaucoup de mes idées en Europe où il y a des agriculteurs qui sont payés de différentes façons pour être des bons protecteurs de l'environnement. Il faudrait demander à nos gouvernements de se tourner vers nous parce que les agriculteurs ne peuvent pas porter seuls le fardeau de préserver l'environnement. Il faut trouver des façons dont la collectivité et le monde agricole peuvent collaborer pour protéger l'environnement. La deuxième nouveauté, c'est quand on voit la croissance en agriculture, il faut penser que nous ne nous occupons pas. Notre travail, c'est pas seulement de produire, mais c'est de nourrir. Et ça change complètement la façon dont on travaille. Nous ne sommes pas séparés de la filière, nous faisons partie de la filière. L'agriculture, comme on l'a dit, est axée sur le marché et non sur la production. Et en plus, l'agriculture est intégrée verticalement. Il y a d'excellentes occasions de faire de l'intégration horizontale, tourisme, divertissement, travailler avec des restaurants, toutes sortes d'autres industries qui sont reliées à l'agriculture et qui peuvent nous permettre de créer de nouvelles entreprises, de nouvelles sources de revenus, de sorte que nos fermes soient beaucoup plus durables, beaucoup plus résistantes. Nous, par exemple, on a des établissements touristiques sur notre ferme. Ça nous permet de partager des risques avec des gens de la collectivité et ça nous permet d'intégrer notre exploitation avec d'autres exploitations. Et dans la nouvelle agriculture, les relations et les partenariats sont très importants. On ne peut pas se débrouiller tout seul. On a des liens verticaux dans la filière, en haut, en bas et horizontalement, comme je vous l'ai dit, avec d'autres industries et d'autres gens. Et comme nous devons développer nos entreprises, il faut faire des partenariats pour y réussir. L'agriculture est une industrie à forte intensité de capitaux. Il faut mettre à contribution ces capitaux en collaboration avec d'autres pour que nos entreprises fonctionnent. Et en fait, le dernier point ici, avant, si on avait des bonnes machines, de bonnes terres, on pouvait réussir en agriculture. Maintenant, il faut le faire encore, bien entendu, on en a encore besoin, mais les vraies occasions de profit, c'est le personnel, les relations, toutes sortes d'actifs moins tangibles qui nous permettent de tirer vraiment parti de nos actifs matériels. Alors, ce qu'on fait, les compétences générales, tout ça, c'est vraiment là que se situe la valeur dans l'avenir de l'agriculture. Alors, j'aurais quelques autres réflexions du même genre. Les employés avant étaient considérés comme des coûts, mais maintenant, comme les actifs non tangibles sont plus importants, les employés représentent des investissements. Quelqu'un qui ne se comporte pas correctement dans votre entreprise peut détruire votre entreprise ou endommager même toute l'industrie.
il faut investir dans notre personnel, il faut qu'il les préparer aux changements qui s'en viennent, il faut devenir beaucoup plus efficace en gestion du personnel qu'avant, et on peut aller s'inspirer de ce qui se fait ailleurs, en dehors de l'agriculture, dans les grandes entreprises notamment. Une autre chose très importante, et qui est un défi pour beaucoup d'agriculteurs, c'est que pour bien utiliser la nouvelle technologie, il faut une plus grande échelle et de plus grandes aptitudes de gestion. Il faut y réfléchir. Les meilleurs agriculteurs au monde s'en occupent. Ils regardent les nouvelles technologies, ils se demandent comment ils peuvent collaborer avec d'autres entreprises agricoles ou d'autres entreprises. Par exemple, un programme d'assurance de la qualité, ça coûte aussi cher pour une petite entreprise que pour une grande entreprise. Il y a toutes sortes d'exemples de technologies, bon, les grosses machines, l'agriculture de précision, qui demandent des exploitations de plus grande échelle. Mais pour obtenir cette échelle, on peut le faire chez soi en s'agrandissant ou en collaborant avec d'autres. Et pour bien profiter de la technologie, il faut être de meilleurs gestionnaires. Évidemment, pour profiter du changement, on a besoin de créativité, faire appel aux autres membres de notre famille et des gens aussi qui travaillent avec nous et qui nous dérangent parfois parce que leurs idées nous déséquilibrent. Mais collaborer donc et créer des partenariats entre les gens créatifs et les gens plus pragmatiques. Et parfois, il faut abattre des vaches sacrées pour aller de l'avant. On en voit des exemples partout dans le monde, des gens qui remettent en question les modèles traditionnels de fonctionnement de l'industrie. Les gens dans le monde bancaire le font. En Australie, il faut revoir la façon dont on crée de l'électricité et l'agriculture ne sera pas à l'abri. Des fois, il y a des choses qui changent lentement, mais il y a d'autres choses comme les modèles de gestion, ça va changer de fond en comble. Et si vous voulez profiter de l'or, des retombées, des profits que ça permet de générer, il faut s'engager carrément dans le changement. Et maintenant, le contrôle des actifs est plus important que la propriété. Les gestionnaires comprennent ça. Il faut faire face à l'instabilité des prix, non seulement des intrants, mais aussi des extrants. Alors, on continue. Pour résumer tout ça, on a besoin de nouvelles compétences, de nouvelles structures, de nouveaux modèles, beaucoup plus d'intégration. Il faut revoir la façon dont on envisage l'agriculture pour passer de la production à l'agroalimentaire. Et évidemment, il faut être plus durable d'un point de vue social, économique et environnemental. Ce modèle que j'ai produit il y a quelques années, je l'ai fait pour essayer d'expliquer à quel point la gestion agricole est devenue complexe, combien de facteurs il faut prendre en compte, combien il faut en gérer pour réussir. Avant, tout se résumait à la production en haut à droite, mais maintenant, il y a la mise en marché qui est en haut, qui est déterminante, mais tous les autres facteurs aussi, l'environnement, la gestion, la structure d'entreprise, la gestion de l'information avec toute la nouvelle technologie, fournir des services qui peuvent ajouter de la valeur, faire continuellement de la recherche et du positionnement par rapport au changement, être très bon du côté de la planification, non seulement du côté opérationnel, mais aussi du côté stratégique, et aussi établir toutes sortes de réseaux, d'alliances et de partenariats pour rendre l'entreprise efficace. Donc c'est complexe, ça implique beaucoup d'apprentissage pour suivre chacun des éléments ici. C'est un travail énorme à faire et on ne peut pas faire ça tout seul. J'aimerais maintenant
prendre quelques minutes pour lancer quelques idées parmi celles que j'ai observées un peu partout dans le monde entier. Alors, pour voir, regardez s'il y a peut-être une idée que vous pourriez utiliser dans tout ça. D'abord, j'ai trouvé des agriculteurs qui avaient des systèmes opérationnels particuliers pour les opérations répétitives. Donc, c'était un manuel qui décrivait comment ça doit se faire avec quel tracteur se branche sur quelle remorque ou quel appareil, des trucs de fonctionnement, des conseils de sécurité et ainsi de suite. Donc, ils ont réfléchi pour savoir quelle était la façon la plus efficace de fonctionner. Qu'il s'agisse de la récolte, de l'épandage, de la traite ou de la conservation des ressources naturelles. Une fois qu'ils aient... Et souvent, ça leur apprend beaucoup de choses, le fait de réfléchir à tout ça. Ensuite, ils peuvent répéter ça dans d'autres fermes ou aider d'autres agriculteurs à s'améliorer. Il y a d'excellents exemples aux États-Unis et en Australie de gens qui ont pris la peine de rédiger ces espèces de procédures, des petits manuels. Ça facilite la formation des employés aussi. Et ça permet aussi de réfléchir exactement pourquoi on fait telle chose et si c'est nécessaire. Autre idée générale, des gens qui se demandent où est-ce qu'il y a du capital paresseux, des capitaux qui n'ont pas un rendement suffisant. Les bâtiments, par exemple. Quand j'étais en Grande-Bretagne l'an dernier, j'ai rencontré un agriculteur qui entreposait des voitures anciennes dans des granges inutilisées. Il y a des agriculteurs en Australie qui ont restauré des bâtiments et qui les utilisent, qui les louent comme entrepôt aux distributeurs d'engrais locaux. Et donc ils reçoivent un loyer. En Nouvelle-Zélande, il y a un agriculteur qui a un projet de biodiversité où il a une partie de sa ferme qui est utilisée avec des sentiers d'interprétation de la nature. Il faut comprendre que ce qui est ordinaire pour nous, c'est souvent très spécial pour d'autres gens. Beaucoup de façons d'augmenter les capacités familiales. Il y a une ferme aux États-Unis où les enfants doivent travailler 10 ans dans l'agroalimentaire avant de pouvoir revenir travailler à la ferme, ce qui permet à l'entreprise de développer ses réseaux et ses compétences. Des exploitations qui ont d'excellents portefeuilles qui peuvent et qui leur permettent des portefeuilles fonciers qui leur permettent d'offrir des terres à louer ou à vendre. Des agriculteurs qui se demandent qu'est-ce que je peux faire pour vous à leurs collaborateurs en aval dans la filière. Si vous demandez aux gens qu'est-ce que je peux faire pour vous, si je peux améliorer votre efficacité, est-ce que vous êtes prêt à partager les profits que ça va vous partager ce que ça va vous apporter? Je vais continuer parce que on veut vraiment passer au concret et garder un peu de temps pour les questions. Alors tout ça, tout ce que j'ai appris avec des agriculteurs de premier plan dans le monde entier, ça se résume à 12 choses. Je vous invite à y réfléchir, à en parler aux membres de votre famille, à vos amis. La première chose, ça revient à ce que je vous ai dit, les meilleurs agriculteurs planifient de l'extérieur vers l'intérieur plutôt que le contraire. Ils ne décident pas
ce qu'ils doivent faire et ensuite essayer de le vendre. Non, ils regardent ce qui est en demande dans le monde, quelles occasions se présentent et ensuite ils disent, bon, est-ce que nous sommes bien positionnés pour profiter de ces occasions, de ces débouchés? Comment est-ce qu'on peut vraiment profiter de ce qui est en demande? La véritable compétence, c'est celle-là. Deuxièmement, et j'imagine que vous le faites déjà, mais c'est extrêmement important, et très peu de gens ont des buts et qu'ils mettent par écrit. Si vous réussissez à le faire, ça sera un très grand atout pour vous, avoir un plan d'affaires et ça améliore votre gestion. Troisièmement, tenir régulièrement des rencontres d'équipe. Peter Drucker dit que 60% des problèmes de gestion sont des problèmes de communication. Dans des rencontres régulières, non seulement pour discuter des questions opérationnelles, mais aussi regarder vers l'avenir, regarder aux facteurs stratégiques. Quatrièmement, les bons gestionnaires dans le monde font tout très bien. Ils savent suivre l'évolution des choses, analyser, comparer, améliorer. Cinquièmement, très important, découvrir et évaluer les nouvelles technologies, voir si ça correspond à vos systèmes et travailler en collaboration avec les chercheurs. Sixièmement, mettez de l'argent de côté. Des fois, on vend des terres inutiles, trop d'exploitation ont tous leurs capitaux immobilisés et n'ont pas la liquidité voulue pour profiter des occasions qui se présentent. Soyez axés sur le marché. Point 7. Bon, on en a parlé. Il faut toujours essayer de saisir les occasions pour s'intégrer verticalement et horizontalement pour retirer le plus de valeur possible. Huitièmement, les meilleurs gestionnaires trouvent d'autres gens qui sont bons, qui sont compétents, et ils demandent constamment aux gens de les remettre en question et ils essayent de voir de façon constructive comment s'améliorer. Point 9, ça c'est passionnant. La plupart des gestionnaires dans le monde savent qu'ils n'ont pas nécessairement besoin d'être propriétaires. Il y a des propriétés conjointes, il y a de l'actionnariat. On peut essayer de trouver des modèles qui tirent le meilleur de l'entreprise familiale et de l'entreprise à actionnariat. Donc, il faut trouver de nouveaux modèles de gestion. Ils travaillent très fort pour passer de la transition de producteur vers le rôle de gestionnaire pour assumer les responsabilités nécessaires qui incombent à un PDG, les finances, les relations, les stratégies, parce que on aime tous produire, s'occuper des choses concrètes, mais avec un monde qui change, il faut faire de plus en plus de travail de gestion. Dixièmement, soyez prêts à faire face à l'instabilité. Ça, c'est incontournable. Il faut toujours faire des scénarios de rechange, rester souple. Même les choses qui sont très peu probables, si elles ont de graves conséquences, il faut s'y préparer. Il faut aussi chercher, au point 11, chercher des façons d'élargir son champ d'activité, se diversifier. Et douzièmement, c'est les employés. C'est quelque chose de très difficile, mais si on réussit à se perfectionner, à acquérir de nouvelles compétences, la gestion du personnel et surtout le volet le plus difficile, la planification de la relève, ça c'est vraiment la clé du succès. Bon, on a encore un peu de temps pour les questions, heureusement. Et ce qu'il faut ajouter à ces 12 points, c'est une question très importante. Ça, c'est ma femme. Alors, c'est dans l'Outback en Australie.
On a campé, il a plu, on allait voir des gens, on a beaucoup de routes à faire. Et on se demandait si on allait réussir à se rendre. Et on avait du mal à voir où on allait. Ma femme, au lieu de se plaindre et de dire j'ai ça, je vais rentrer à la maison, elle est sortie de l'auto, elle a levé les pouces, elle dit je sais que le monde est plein d'incertitudes, mais tant mieux. Alors si vous avez cette attitude, si vous êtes optimiste, si vous avez hâte de plonger dans pieds joints dans l'avenir, vous allez réussir. Alors merci. Maintenant, passons aux questions. Bon, Heather reprend la parole. On a reçu 3 questions. La première, vous dites que l'agriculture adopte trop lentement les nouvelles technologies. D'après vous, pourquoi et qu'est-ce qu'on peut faire pour corriger ça? La réponse, eh bien, en agriculture, historiquement, les innovateurs ont souvent pris trop de risques, ils n'avaient pas assez réfléchi, et souvent en agriculture, les premières personnes qui ont adopté la technologie n'ont pas profité des changements. Mais maintenant que les choses vont si vite, les meilleurs agriculteurs sont étroitement associés aux chercheurs et ils apprennent en fait à être presque innovateurs eux-mêmes. Ils apprennent à adapter la technologie avec des risques contrôlés beaucoup plus tôt qu'on ne le faisait dans le passé. Et ces gens-là, parce qu'ils font tout le temps de la recherche, souvent sur leurs propres exploitations, ils profitent de la part du lion de la valeur ajoutée par les nouvelles technologies. Donc, il s'agit d'être à l'avant-garde tout le temps, de regarder ce qui s'en vient et de se demander à quoi ça pourrait être utile. Bon, dit Heather, question suivante. Je comprends que la gestion des données, c'est la clé de l'avenir de l'agriculture, mais c'est aussi notre principal défi parce qu'il y a des risques de manipulation avec le piratage informatique. Réponse, chaque nouveauté apporte ses défis, l'homme reste l'homme. Oui, il faut garder la tête froide, être raisonnable, apprendre avec le développement de toute cette big data, savoir qui est crédible, qui ne l'est pas. Et il faut continuellement se demander si certaines données sont pertinentes, si elles ont été bien recueillies. La fraude cybernétique, c'est incontournable, ça fait partie de l'intégration du monde. Il faut se rapprocher assez des fournisseurs d'informations pour minimiser les risques de manipulation des données ou de divulgation de données. Mais ça ne peut pas servir d'excuse pour refuser de profiter des informations nouvelles. Il faut être prudent quand même. L'autre soir, j'ai regardé une émission qui parlait de ça. Il ne faut pas perdre le contrôle de ces données. Donc, il faut apprendre, c'est comme n'importe quoi, il faut apprendre comment gérer cette nouvelle technologie. Très bien. Dernière question, dit Heather. Où je vis, dans la région de l'Atlantique au Canada, les exploitations sont petites. J'ai l'impression que les agriculteurs font face à toutes sortes de défis. D'après vous, comment peuvent prospérer les petites exploitations? Eh bien, dit Rob Napier, moi j'ai une petite exploitation en Australie, donc je fais face constamment à cette difficulté. Et moi je suis très optimiste en fait face au potentiel des petites exploitations. J'aimerais vous dire brièvement ce que nous avons fait.
Hein? Nous, nous avons regardé les occasions qui se présentaient à nous pour fonctionner de façon différente. Nous, on a 100 acres. Mon fils et ma belle-fille ont maintenant une entreprise touristique sur la ferme. On a on a notre propre production d'électricité, ça ne coûte rien. Donc, on va développer cette production d'électricité. On a une entreprise touristique de luxe dans une ancienne bergerie. Mon fils a une femme très imaginative qui a transformé la bergerie en hôtel de luxe. Il y a des gens riches de la région qui viennent chez nous et on peut demander des prix très bons pourvu que le niveau soit voulu. Hein. On a une entreprise de gestion environnementale aussi. On reçoit des fonds constamment de toutes sortes de sources pour bien s'occuper de l'environnement. Ça ajoute de la valeur à nos terres, même si ça n'a pas de rendement immédiat. De la valeur pour l'avenir, donc toutes sortes de choses. Mais ça, c'est lié au développement des compétences familiales, parce que c'est de faire tout ce qu'on peut. Si on a des bonnes compétences en gestion à la base, et si on réussit ensuite à acquérir les compétences particulières pour une entreprise donnée, on peut développer de façon infinie la petite exploitation, autant pour les activités agricoles que non agricoles. Pour revenir à cet exemple en Nouvelle-Zélande, il y a un ferme qui peut, il y a des caméras à distance qui lui permettent de savoir exactement ce qui se passe dans son exploitation, même si lui, il est à l'hôpital à une centaine de kilomètres de là, parce que tout est sur vidéo, sur Internet. Donc, grâce à la nouvelle technologie, il peut gérer son entreprise à distance. Et c'est une activité qui lui donne un rendement de 30% sur le capital. Ça lui a pris du temps pour acquérir les compétences. Mais en fait, il n'y a pas grand-chose qui est impossible à partir d'une petite exploitation agricole. Un agriculteur en Nouvelle-Écosse pourrait exploiter une entreprise dans une autre province grâce à la nouvelle technologie. Donc moi, je suis très optimiste par rapport au potentiel des petites exploitations si on acquiert les compétences voulues et qu'on a la bonne attitude. Eh bien, dit Heather, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions, donc je crois qu'on va conclure. Une dernière réflexion, Rob, et ensuite je ferai la conclusion. Alors, un mot de conclusion? Oui, je regarde. Je ne vois pas la fin de la question. On parle de ma femme. On dit, votre femme, c'est une vraie. Oui, c'est sûr qu'elle a du caractère. C'est le volet créatif de l'entreprise. On a fait des tests de personnalité quand mon fils et ma belle-fille sont venus habiter avec nous avant d'ouvrir l'entreprise touristique. Je recommande à tout le monde, en fait, de bien comprendre les personnalités des gens avec lesquels vous travaillez, et ensuite de chercher les synergies au lieu de risquer des conflits. Dans les couples, les opposés s'attirent, ça peut être un avantage ou ça peut être un gros handicap. Ma femme, c'est une valeur ajoutée parce qu'elle a de la créativité, elle nous rend fous parce qu'elle a une cinquantaine d'idées nouvelles par jour, mais elle ajoute tellement à ce que nous faisons.
Par exemple, dans la conversion de cette bergerie, elle a fait un travail extraordinaire. Est-ce que vous voulez que je conclue là-dessus, Heather? Oui. Alors, merci à tout le monde. Alors, si vous me permettez, oui, allez-y. Alors, ce que je dirais en résumé, c'est 12 points. Si vous pouviez y réfléchir, voyez comment vous vous situez, comment vous pouvez renforcer vos points forts. S'il y a des choses que vous ne serez jamais capable de faire, eh bien, allez chercher de l'aide. Je crois que vous verrez que dans mes études auprès des dirigeants agricoles, je n'ai pas trouvé de solution magique. Tout est une question de bonne gestion, mais toujours en regardant vers l'avenir. Il s'agit d'être exhaustif, penser au diagramme, le cercle que je vous ai montré tout à l'heure, accorder une attention particulière à ce qui s'annonce à l'horizon, et parce que ça peut être très enrichissant. Investissez dans le capital humain, les compétences, l'esprit d'équipe, la délégation, la communication, et gardez la bonne attitude, aimez l'innovation, aimez l'avenir. Alors voilà, en résumé, merci beaucoup de m'avoir écouté et bon succès à tout le monde.